Dans votre histoire de la Bretagne et des Bretons, paru en 2014, je crois, vous écrivez, il s'agissait bien d'un traité, un traité international, puisqu'il était reconnu implicitement que deux pays, deux peuples voulaient s'unir. Mais dans votre histoire de la Bretagne pour les nuls, paru cette année, vous ne parlez plus de traité, mais d'union forcée. Qu'est-ce qui vous a fait, ou qui vous a fait changer d'avis sur le sujet? Eh bien, d'abord, c'est un problème d'histoire et de controverse auprès des historiens. Et c'est vrai qu'il y a des livres qui sont parus et qui parlent de traités franco-bretons. Mais quand on parle de traités, ça suppose deux États à peu près à égalité, ayant des institutions de souveraineté. Or, c'est pas du tout le cas de la Bretagne. Et en fait, quand la Bretagne doit signer par obligation ce contrat, cet accord de Vannes, c'est sous tutelle totale de la France, puisque la France, je vous le rappelle, a défait militairement la Bretagne en 1488, c'est la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, et j'ajoute que toutes les institutions bretonnes ont été d'une certaine façon supprimées, à commencer par la chancellerie. Et la chancellerie, le chancelier, c'est celui qui authentifie en quelque sorte les actes d'un État souverain. Et dans la mesure où il n'y a plus d'institutions représentatives de cet État breton, pour reprendre le titre d'un grand livre de Jean-Pierre Hervé, eh bien, il est évident que le terme de traité est un petit peu, je dirais, usurpé, et c'est pour cela que j'ai préféré parler d'une contrainte, dans la mesure où, en 1532, la présence du roi et des troupes françaises, d'ailleurs en Bretagne, fait que les États... Alors bien sûr, il y a une assemblée, entre guillemets, représentative de la société, les États de Bretagne, qui sont réunis et qui sont composés de représentants de la noblesse, du clergé et des villes. Pas du tout les paysans, évidemment. Les villes, c'est les notables. Eh bien, ces États ont été travaillés au corps, si je puis dire, par le roi, qui les a achetés. C'est-à-dire que le vote des États, qui demande effectivement le rattachement de la Bretagne à la France, ce vote a été absolument trafiqué. Et un historien, d'ailleurs, le raconte en détail, c'est Bertrand d'Argentré, dans la première édition de son Histoire de Bretagne, qui est parue en 1583. Et Bertrand d'Argentré, qui n'est pas tout à fait contemporain de l'événement, a tout de même des sources très fiables. Et la source fiable, c'est son père, puisque son père était officier au présidial de Rennes, et il a participé justement à tous ces événements de 1532 qui aboutissent en fait à la transformation de l'ex-duché de Bretagne en province du royaume de France. Donc en fait, c'est vrai que le thème de traité, j'ai peut-être été un peu abusé à la fois par des livres d'historiens qui ont vraiment employé ce terme, mais je crois que maintenant on peut tout à fait le rejeter, dans la mesure où le déséquilibre politique est patent entre la Bretagne et l'État français. D'autant plus qu'un traité, c'est entre deux exécutifs. Absolument, absolument. Un roi, un duc. Tout à fait. Alors il n'y a plus d'exécutif. Il n'y a plus de chancellerie. Il n'y a plus d'exécutif. Parfaitement, il n'y a plus de duc. Absolument, depuis la mort d'Anne de Bretagne, à vrai dire. Je pense qu'Anne de Bretagne était la dernière à essayer, jusqu'au son dernier souffle, à maintenir, sinon la souveraineté, du moins une certaine indépendance de son duché. Mais alors, justement, il y avait une autre question en relation avec celle-là. Les États de Bretagne n'ont pas voulu voter. C'est parce qu'ils ne se sentaient pas mandatés, ils n'avaient pas le pouvoir en tant que corps législatif. Absolument. Ils ne pouvaient pas voter Absolument. Sur une décision du roi de France. Sur une décision du roi de France, et ensuite, et aussi sur une décision qui remettait en cause l'existence même du duché. Absolument. D'ailleurs, il y a eu des débats. Bertrand d'Argentré parle des opiniâtres, c'est-à-dire des députés justement qui ont bien réfléchi aux conséquences de l'annexion de la Bretagne à la France. Et ces conséquences, pour eux, étaient en majorité négatives, c'est-à-dire il n'y a plus d'indépendance, il risque d'y avoir une tutelle administrative, financière, économique même, et donc de tous les côtés, ils sont très inquiets, et notamment inquiets pour le commerce, par exemple, le commerce de la Bretagne qui risque d'être compromis par l'annexion
dans le royaume de France. Alors ça n'a pas été tout à fait le cas, puisque l'âge d'or de la Bretagne, pour reprendre le titre d'un livre d'Alain Croix, s'est poursuivi, et s'est poursuivi malgré l'annexion jusqu'au XVIIe siècle, et notamment jusqu'au règne de Louis XIV. Je dirais que la vraie cassure économique de la Bretagne, c'est au temps de Louis XIV qu'on va la trouver. Et au moment de la guerre de Hollande, les années 1672-1678, qui littéralement, je dirais, stoppe l'expansion économique de la Bretagne, notamment le textile, l'industrie textile qui a été très très affectée par le protectionnisme de Colbert et les impôts nouveaux mis en place par le roi. Pour en revenir à 1532, vous avez mentionné qu'il y a eu des débats aux États de Bretagne, à Vannes. Normalement, même à cette époque, tout est enregistré. Il y a des scribes qui prennent note. Est-ce qu'on a les débats, la transcription de ce qui s'est passé, ou est-ce que ça a été perdu, ou est-ce que ça n'a pas existé? Non, sinon, d'abord, ça serait publié. Je pense que ces débats sont restés à l'état oral, et s'il y a eu une transcription écrite, elle n'a pas été conservée, par définition, puisque la France l'emporte sur la Bretagne, donc il est hors de question de laisser la liberté critique, en quelque sorte, aux députés pour exprimer leur mécontentement, ou en tout cas leur résistance et leur réticence à l'annexion. Ça a été recherché, parce qu'aux archives départementales de la Loire-Atlantique, il y a pratiquement, il y a les archives du duché de Bretagne. Oui. Oui, mais ça n'existe pas. Ça a été recherché là-bas. Oui, absolument, mais c'est plus un duché en 1532. Oui, voilà. Et en fait, la seule source dont on dispose, assez fiable, c'est justement, je reviens sur son nom, Bertrand d'Argentré, dans cette histoire écrite en 1583. Donc on n'est pas très loin chronologiquement des événements. Et c'est lui, d'une certaine manière, qui donne justement les détails des réticences et des débats qui ont eu lieu à l'intérieur des États, exprimant leur vision critique de l'annexion forcée de la Bretagne à la France. Très bien. Et pour en rester sur la question des traités. En 1499, Anne de Bretagne accepte d'épouser le nouveau roi de France, Louis XII, oui. Et elle négocie âprement avec Louis XII un traité, un contrat de mariage, oui. Qui est traité de Nantes de 1499. Absolument. Et ma question, c'est, je ne sais pas si ça se faisait à cette époque, mais est-ce que les États de Bretagne ont ratifié ce traité et étaient au courant de toutes les clauses de ce traité? Sans doute, dans la mesure où on est dans la deuxième période d'Anne de Bretagne. Il y a une première période, son mariage avec Charles VIII la dévitalise politiquement, si je puis dire, elle n'a pratiquement plus aucun pouvoir. Par contre, dès la mort de Charles VIII, elle redevient duchesse. Et là, l'année 1498 est extrêmement intéressante, puisqu'en quelques mois, on voit d'une certaine façon une rebretonnisation des institutions du duché. Voilà, elle recrée la chancellerie, elle préside les États, elle réside à Nantes, chez elle, dans son château, elle reprend une vie de cour, elle entreprend des travaux de restauration du château, de fortification du château, et elle impose ses décisions à Louis XII, au nouveau roi. Alors, il est évident que les États ont été au courant de cette décision d'Anne de Bretagne, et effectivement, le contrat de mariage, vous avez raison de le souligner, donne au duché une place tout à fait importante, et en particulier ouvre une fenêtre pour la succession possible. C'est-à-dire qu'au-delà de la mort d'Anne de Bretagne, il est spécifié que le duché reviendra au deuxième enfant, fille ou garçon, c'est précisé, puisque le problème d'Anne de Bretagne, évidemment, c'est de faire notamment un fils. Et le grand malheur de sa vie, c'est justement l'absence de fils, puisque seules deux filles subsistent, Claude et Renée. Et j'oserais dire que jusqu'à son dernier souffle, elle a justement essayé de maintenir justement cette petite marge de liberté du duché et d'assurer, au-delà de sa mort, la souveraineté. Notamment par le mariage, d'abord de Claude à Charles de Habsbourg, le futur Charles Quint. Elle n'a pas réussi. Et elle a continué avec Renée, donc sa dernière fille, à vouloir ce mariage. Mais ce mariage n'a pas eu lieu, puisqu'on le sait, François Ier a imposé d'une part,
le futur François Ier a été marié par Louis XII avec Claude, et François Ier ensuite a tout fait pour que René n'ait aucun moyen de réclamer le duché, puisqu'il l'a marié à un prince italien, le duc de Ferrare, et René est devenue la duchesse de Ferrare, une personne d'ailleurs, René, très très intéressante, de sensibilité protestante, qui a tout fait pour retrouver le duché. Un procès d'ailleurs a été lancé par elle et qui s'est perdu dans les salles des procédures. Et quand elle est morte, il n'y avait plus aucune possibilité pour le duché de Bretagne de conserver une quelconque autonomie. Alors justement, si les États de Bretagne étaient au courant du traité de 1499, quand François Ier a épousé Claude et qu'il a décidé que Claude était l'héritière du duché, comment vous expliquez que les États de Bretagne n'ont pas protesté, puisqu'ils savaient que c'était René l'héritière? Parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir de protester. Je pense que François Ier... Rien du tout. Non, François Ier, c'est un roi, on va dire, absolu. Le terme d'absolutisme est peut-être un peu précoce, mais je crois qu'il agit de façon extrêmement, sinon autoritaire, du moins très ferme, et il a interdit, d'une certaine manière, aux États, d'autant que les États, je dirais, n'ont pas voix au chapitre en matière pour François Ier de succession. Les seules marges de liberté des États, c'est consentir ou non aux impôts. Et ça a été précisé dans l'édit là, un vrai édit de 1500, plus tard, de 1532, qui reconnaît aux États, disons, la possibilité de discuter des impôts. Mais il n'est pas question de discuter, je dirais, de la souveraineté et de la succession de Bretagne. Oui, alors, comment la jeunesse, en fait, Anne de Bretagne s'est retrouvée duchesse très 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 jeune, 13 ans. Dès la mort de son père, à 11 ans. À 11 ans. À 11 ans, absolument. Elle est née en 1477 et son père meurt en septembre 1488, j'oserais presque dire de tristesse et de mélancolie, après à la fois la double défaite de Saint-Aubin-du-Cormier et le terrible traité du Verger, imposé par la Régente et Charles VIII. Et ce traité, évidemment, dévitalise complètement politiquement la Bretagne. Oui, bien sûr. Et alors, elle se retrouve duchesse, et dans votre livre sur Anne de Bretagne, vous écrivez que... on l'a coincé avec, en gros, avec 6 conseillers, 3 conseillers pro-français et 3 conseillers pro-indépendance, souveraineté du duché. Oui, avec donc, en plus... Françoise de Dinan, qui était pro-française. Mais quelle était... Alors voilà la question. Quelles étaient les motivations du camp pro-français? C'était leur intérêt personnel? C'était quoi? On est à une époque où la notion de nation n'existe pas encore, et donc ce qui compte, c'est la fidélité par rapport à un souverain. Et je pense que beaucoup de nobles bretons sont partagés dans une double fidélité, soit au duc ou la duchesse, soit au roi de France. Voilà. Et donc, c'est en fonction, je dirais presque d'un rapport de force machiavélien. D'ailleurs, la vie d'Anne de Bretagne est tout à fait contemporaine de la vie de Machiavel. Donc il y a tout un jeu de trahison, de double ou triple jeu. Et j'ajoute d'ailleurs que beaucoup de nobles bretons sont pensionnés par le roi de France. C'est-à-dire qu'ils touchent des sommes régulières de l'État français, si je puis dire. Donc voilà, alors d'une certaine manière on pourrait parler de traîtrise, mais c'est un terme peut-être trop moderne. Je pense qu'à l'époque, c'est tout simplement une question de fidélité. C'est-à-dire qu'ils ont aussi des biens dans le royaume de France, des biens en Bretagne, à commencer par la gouvernante d'Anne de Bretagne, vous avez raison de la signaler, Françoise de Dinan, qui, on pourrait dire entre guillemets, l'a trahi, puisqu'elle a signé notamment le traité de Châteaubriand, qui demande au roi de France d'intervenir militairement en Bretagne pour pourchasser les conseillers entre guillemets français. Enfin, c'est une situation, à vrai dire, très complexe. Et qu'il est difficile, conseiller, voilà. Et il est difficile, en quelque sorte, d'appliquer des grilles d'analyse contemporaines sur une période évidemment tout à fait différente, qui est celle du XVe siècle. Bon, je vais poser une question que personne n'aborde vraiment, mais à mon avis, c'est tout à fait plausible. C'est une époque où on n'hésite pas à assassiner des souverains. Charles VIII d'Angleterre a fait décapiter un bon nombre de ses femmes, pour bien moins que... Oui, Henri VIII. Oui, Henri VIII, pardon. Oui. Henri VIII a fait décapiter plusieurs de ses femmes.
En 1514, Oui, le dernier obstacle pour l'annexion du duché définitive, c'est Anne de Bretagne. bien sûr. Oui, Il y a énormément de pression. Il y a des sommes colossales en jeu. Parce Bien que sûr. le duché est très riche, en fait. bien sûr. Donc, il est tout à fait plausible qu'Anne de Bretagne ait été empoisonnée. On ne meurt pas si facilement de calculs dans les reins. En Oui, général, on ne meurt pas de ça. cela Même dit- les grossesses... on Cela peut- dit, elle a quand même été épuisée par des grossesses. Oui, d'accord, c'est la théorie officielle. Oui, mais 13-14 grossesses en Oui, l'espace enfin, de... bon, 20 ans. c'était assez courant à cette époque-là. Bien Il y a sûr. des gens qui ont survécu et vécu plus Bon, longtemps. c'est avec vrai cette grossesse. qu'il m'est difficile de vous suivre sur le poison dans la mesure où on n'a pas de source et qu'un historien sans source ne peut rien affirmer. Ma deuxième question, justement, c'est est-ce qu'il existe encore un squelette ou un caveau ou est-ce que tout a été détruit à la Révolution? Ah ben, tout a été détruit dans la mesure où, comme vous le savez, le corps d'Anne de Bretagne a été partagé en deux, son corps à Saint-Denis, son corps à Nantes, et le corps de Saint-Denis a été emporté en 1793 par, vous le savez, Les révolutionnaires. voilà, les révolutionnaires. Ils ont qui désacralisé toutes les tombes, je crois. ils ont, comment dire, dépouillé les tombes. C'était rechercher le métal pour des canons, voilà. Mais en fait, ça a abouti à la destruction de ce qui restait des corps. Donc, Et le cœur à Nantes alors, n'existe plus. le cœur, il existe ce magnifique, comment dire, ce bijou qui est en or qui entoure les restes du cœur. Mais bon, je ne suis pas compétent évidemment pour vous dire qu'est-ce qu'il y a à Donc il n'y a l'intérieur. aucune Peut-être trace qu'il faudrait du faire squelette. des analyses. Oui, Non, pour faire des analyses. Non, je veux dire qu'il y a- Pour voir s'il y a des Voilà, contenus d'arsenic ou des choses voilà, comme il n'y a ça. pas de traces malheureusement. Donc on ne saura pas. Je pense que ça va rester un Non. mystère. Oui. Moi, je pense qu'Anne de Bretagne. Mais vous reconnaissez qu'il y avait quand même, c'était la dernière Absolument, le absolument. dernier obstacle à l'annexion. Absolument, et je soutiens que jusqu'à son dernier souffle, elle a tenté de préserver l'autonomie de son duché. Donc il n'y a pas de notion de traîtresse, hein, comme on l'a parfois Oui, dit à propos c'est vrai. d'Anne de Bretagne qui aurait trahi la cause bretonne au service de la France. Non, évidemment. Donc son testament n'existe plus. Non, son testament, s'il a eu lieu, a été détruit, et ça paraît logique, hein, Ah puisque oui. son testament amenait une sorte, comment dire, d'ouverture quant à la souveraineté maintenue de la Bretagne, ce qui n'a pas été le cas, évidemment. Justement, ma dernière question, c'est à propos de la souveraineté. Dans votre histoire de la Bretagne et des Bretons illustrée, il y avait Oui. un supplément Oui, avec des illustrations. oui. J'ai remarqué justement, il n'y avait pas les symboles de la souveraineté. Par exemple, il n'y a pas de monnaie bretonne. Le duc avait le pouvoir de frapper monnaie. Absolument. Et j'ai Oui. vu aucune monnaie bretonne dans... Je pense qu'il y a la cadière. Ou alors je ne l'ai pas vu. La cadière d'Anne de Bretagne, puisqu'elle a fait frapper une monnaie d'or extraordinaire où elle se fait représenter avec tous les instruments justement de la souveraineté, couronnée avec Ah, d'accord. les régalias. Donc voilà. Alors, un autre symbole de la souveraineté, c'est la capacité de traiter, de faire des traités internationaux. Oui, Il y en a eu avec la Suède, avec le absolument. Portugal, avec l'Angleterre. Surtout des traités économiques d'ailleurs, pour maintenir Voilà. une marge de Ces liberté. traités existent toujours parce que de toute Oui. façon, il y avait deux versions. Ah ben bien sûr. Et oui. ils sont aux archives Oui. départementales de la Loire-Atlantique. Comment ça se fait qu'il n'y a pas une reproduction au moins d'un de ces traités? Parce que ce sont quand même Ah oui, oui, tout à fait. Oui. ce sont des Mais vous des avez... documents importants Ah, puisqu'ils absolument. prouvent la Tout à fait. souveraineté du duché. Mais Pourquoi vous avez... vous ne posez l'avez aussi pas la dit question de la liberté de l'auteur par rapport à l'éditeur. Ah oui. Or, si vous voulez, pour les illustrations, c'est l'éditeur qui a la main. Moi, je propose une série d'illustrations Ouais. et c'est l'éditeur qui choisit. Mais vous avez parfaitement raison. On pourrait tout à fait concevoir, évidemment, des illustrations qui mettent en jeu et en scène, justement, les différents instruments de souveraineté de l'État breton, du duché de Bretagne. Encore aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, j'ai eu une discussion la semaine dernière, et il y a toujours des gens qui contestent la souveraineté du duché de Bretagne. Je crois que là, enfin, ça me paraît pas possible. Il est évident qu'il y a eu un État breton. C'est même le titre d'une thèse de Jean-Pierre Hervé. Et d'ailleurs, toutes les analyses montrent
l'importance de cette souveraineté qui s'exerce par un conseil. Vous avez évoqué le chancelier, il y a un impôt permanent en Bretagne très tôt, dès les années 1360, 100 ans avant la France. La taille a été mise en place en 1453, le fouage en Bretagne a été mis en place dès les années 1360. Donc la Bretagne a vraiment tous les instruments d'un véritable État qui lui permet de fonctionner, d'être indépendant, d'avoir effectivement des représentants, des ambassadeurs jusqu'à Rome. Et le pape lui-même a reconnu officiellement la souveraineté bretonne. Et d'ailleurs, Anne de Bretagne a joué sur cette histoire, puisqu'elle a subventionné des histoires de Bretagne. 2 histoires de Bretagne ont été écrites grâce à elle, par Alain Bouchard et Pierre Lebeau. Et ces 2 histoires mettent en intrigue, en quelque sorte, toute la chronologie bretonne depuis l'origine, une origine plus ou moins mythique, mais ce qui est intéressant, c'est que cette origine remonte avant même Clovis, au 1er siècle après Jésus-Christ, à l'époque de Conan Mériadec, au 4e siècle. Voilà. Alors donc, vous voyez, c'est tout à fait important que cet imaginaire qui est aussi la réalité d'une histoire très longue. Vous avez dit qu'Anne de Bretagne était la première femme politique. Une des premières femmes politiques, peut-être pas la première. Son modèle évidemment. était peut-être Éléonore d'Aquitaine, oui, qui était vraiment la grande. Aliénor. Tout à fait, Aliénor d'Aquitaine, oui. Oui. Mais Anne de Bretagne a politiquement joué un rôle important, y compris la cour de France. Pensez à cette cour des dames dont elle s'entoure, à la maison de la reine. Il y a une maison de la reine composée de plusieurs centaines de personnes, aussi importante que la maison du roi. Il y a presque, si vous voulez, sinon une égalité, du moins un rapport de proximité entre la puissance du roi de France et la puissance de la duchesse. Très bien, merci. Je crois que j'ai épuisé toutes les questions que j'avais. J'aurais pu en poser d'autres, mais j'ai envoyé les demandes un peu trop tardivement.